Dès son enfance, l'homme moderne acquiert un grand nombre de connaissances sur le monde. Il sait ainsi que la Terre est ronde et que le Soleil est une boule de feu beaucoup plus grosse que la Terre et très éloignée. Il sait que la nuit correspond au moment où l'autre côté de la Terre est tourné vers le Soleil. Il sait que la Lune est une boule éclairée par le Soleil. Mais tout cela, qui est normalement de l'ordre de l'évidence, les hommes l'ont ignoré pendant des milliers d'années. En 600 avant notre ère, alors que la Méditerranée est entourée des plus grandes villes de l'Antiquité, les hommes sont encore persuadés que la Terre est plate et qu'un soleil gros comme une maison naissait chaque matin pour mourir le soir. Qu'est-ce que le soleil? Que se passe-t-il quand il se couche? Pourquoi la Lune change de forme? Toutes ces questions, les hommes de l'Antiquité ne peuvent pas se les poser. Il ne leur vient pas à l'idée de chercher une explication de ce qu'ils voient dans le ciel. Et cela pour une raison très simple. Pour eux, le ciel est le domaine des dieux, et tout ce qui s'y passe est leur œuvre. Dans l'Égypte antique, par exemple, le ciel étoilé était la déesse Nout, qui étirait son corps constellé d'étoiles au-dessus de la terre. À l'époque, les mythes et les religions sont incontournables pour expliquer le cosmos et nos origines. La plupart des récits anciens, qui expliquent la création de l'univers, font la part belle aux êtres surnaturels. Tout simplement parce qu'il est bien plus plaisant à notre cerveau de se raconter des histoires que de chercher des explications rationnelles à ce que nous ne comprenons pas. Pour la plupart des civilisations antiques, la représentation du monde pourrait ressembler à ce tableau de Jérôme Bosch, une terre plate entourée par le ciel. La plus ancienne épopée de la création du monde qui soit parvenue jusqu'à nous provient de la Mésopotamie. Vieille de 3 à 4 000 ans, la série de tablettes Enuma Elish raconte l'affrontement épique entre Tiamat, divinité des eaux salées, et le dieu Marduk. Marduk brisa le crâne de Tiamat, et avec les deux morceaux, il fabriqua la terre et le ciel. Et comme le ciel était vide, il le remplit d'étoiles et de constellations. L'invention des constellations n'est pas seulement artistique. Savoir lire le ciel offre un avantage certain à nos ancêtres. Si vous sortez tous les soirs pour observer les étoiles, vous finirez par connaître leur place, comme vous connaissez celle des autres éléments de votre cadre de vie. C'est particulièrement vrai dans le cas des peuples antiques. Le mouvement quotidien du Soleil, qui se lève vers l'est et se couche vers l'ouest, ainsi que le mouvement immuable des étoiles, permet de s'orienter. La mécanique céleste et ses cycles récurrents sont également à l'origine des premiers calendriers. 3 grands cycles astronomiques sont à la base de la mesure du temps. Tout d'abord, l'alternance du jour et de la nuit, toutes les 24 heures. Puis le cycle des phases de la Lune, qui donne le mois. Et enfin, la révolution de la Terre autour du Soleil, qui donne l'année. La course du Soleil a inspiré la construction de monuments partout dans le monde. Les exemples les plus anciens sont de simples jalons dans le paysage, comme les monolithes de basalte de Wurdi-Wang, disposés par les aborigènes en Australie, ou encore le cercle mégalithique de Nabta Playa en Égypte, vieux de 7000 ans environ. On peut également citer le cercle de Gossec en Allemagne, datant d'environ 5000 ans avant notre ère, ou encore le tumulus de Newgrange en Irlande, datant de 3200 avant notre ère. Le site de Stonehenge, sur le plateau de Salisbury, dans le sud de l'Angleterre, est certainement la structure mégalithique la plus connue et la plus étudiée. Le site fut construit en 3 phases. La première date de 2900 avant notre ère. Peu spectaculaire, elle consiste en un remblai, un fossé et un second talus, le tout formant un cercle d'une centaine de mètres de diamètre. Un autre cercle marque cette première étape. Il est formé par les 56 trous daubrés dans lesquels étaient insérés des poteaux en bois. La deuxième phase de construction s'étend de 2900 à 2500 avant notre ère. Les trous daubrés sont rebouchés et d'autres trous accueillent de nouvelles constructions en bois. Enfin, de 2500 à 1500 avant notre ère, c'est la phase au cours de laquelle on dresse les fameuses pierres que l'on connaît aujourd'hui. Les plus gros mégalithes mesurent près de 9 mètres de haut et pèsent plusieurs dizaines de tonnes. Ils proviennent de carrières situées à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu de Stonehenge. Malheureusement,
Beaucoup de choses ont été dites et ont été écrites sur Stonehenge, à tel point qu'il est difficile de dire aujourd'hui qui dit vrai. Toutefois, tout le monde s'accorde à dire que le couloir principal du site est orienté dans la direction du lever du soleil, le jour du solstice d'été. Mais l'exemple d'alignement le plus frappant concerne les pyramides d'Égypte. Leurs côtés sont orientés suivant les 4 points cardinaux pour une raison très simple. La face nord est tournée vers les étoiles impérissables, celles qui tournent autour du pôle céleste, et donc qui ne se couchent jamais. En astronomie, on les appelle aujourd'hui des étoiles circumpolaires. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, les étoiles impérissables étaient un puissant symbole de vie éternelle. La pyramide de Khéops possède un alignement exact sur les points cardinaux à quelques minutes d'arc près, soit un dixième de degré. Comment les bâtisseurs égyptiens ont-ils atteint une telle précision il y a plus de 4 millénaires? On pense souvent que les peuples de l'Antiquité manquaient de connaissances. C'est totalement faux. Ils avaient d'ailleurs plus de connaissances en astronomie qu'un bachelier d'aujourd'hui. Ils connaissaient la course du Soleil et le mouvement des ombres. Ils possédaient le savoir nécessaire en astronomie, en géométrie et en ingénierie pour réaliser des constructions parfaitement alignées sur les points cardinaux. Prenons par exemple un grand bâton, un fil à plomb et un marteau. Une fois planté verticalement, le bâton devient un gnomon. Il va projeter une ombre grâce à la lumière du soleil. Il suffit ensuite de marquer l'extrémité de l'ombre à différents moments de la journée. On obtient alors un arc sur le sol à mesure que le soleil se déplace d'est en ouest. On prend ensuite une corde dont une extrémité est attachée au gnomon et on trace un cercle dans le sol. Ce cercle va croiser l'arc des ombres en 2 points. Si on trace une ligne pour les relier, on obtient l'axe est-ouest. C'est tout simple, mais pas suffisamment précis car le diamètre apparent du Soleil mesure un demi-degré et qu'au cours de la journée, sa position a changé, il s'est déplacé par rapport aux étoiles. En pratique, pour obtenir une précision au dixième de degré, il faut utiliser les étoiles. Il faut observer les levers et les couchers des étoiles par rapport à un horizon parfaitement horizontal. Le repérage précis de l'Est et de l'Ouest est obtenu en identifiant les étoiles situées sur l'équateur céleste, c'est-à-dire les étoiles qui se lèvent ou se couchent chaque jour exactement sur le même point de l'horizon. Et ces méthodes sont à la portée de n'importe quel savant de l'Antiquité. Mais au-delà de ces utilisations pratiques, l'astronomie a également inspiré à l'homme des objets d'une rare beauté. Voici par exemple le char solaire de Tromsø, au Danemark, qui date de 1200 avant notre ère. Mais la pièce la plus ancienne que nous possédons est le disque de Nebra, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler dans une précédente vidéo. Retrouvé à 25 km seulement du cercle de Gössek, il a été fabriqué il y a plus de 3500 ans, à l'époque de l'âge du bronze. L'invention de l'écriture va permettre à la science de progresser, car elle permet de garder en mémoire la trace des observations passées. Sans écriture, il est impossible, sur la base du langage et de la mémoire, de conduire des raisonnements faisant intervenir plusieurs variables et de les comparer à travers l'espace et le temps. L'écriture apparaît de façon indépendante dans plusieurs civilisations du globe. La plus ancienne est certainement le cunéiforme, qui apparaît en Mésopotamie vers -3300. Il permet de transcrire plusieurs langues, dont le sumérien et l'akkadien. La Mésopotamie antique recouvre une vaste région qui correspond aujourd'hui à l'Irak, la Syrie et à une partie de la Turquie. Elle est structurée autour de 2 fleuves, le Tigre et l'Euphrate. C'est de là que proviennent les recueils astronomiques les plus anciens que nous possédions. Les Mésopotamiens ont été les premiers à consigner systématiquement leurs observations célestes en tentant de les corréler avec les événements de leur quotidien. Beaucoup de ces documents sont aujourd'hui conservés dans les musées européens. Les astronomes de ces contrées scrutaient le mouvement de la Lune et des planètes par rapport aux étoiles, et cela sur plusieurs générations successives. Après plusieurs siècles d'observation, ils furent les premiers à essayer d'analyser ces phénomènes mathématiquement pour réaliser des prédictions. Les Babyloniens comptaient sur l'astronomie pour les aider à comprendre les cieux et à interpréter la volonté des dieux, qui étaient pour eux les planètes.
Ainsi, les positions des planètes sur le ciel étaient considérées comme l'écriture des dieux, et le ciel comme une sorte de tablette sur laquelle ils gravaient leurs messages. Tout l'enjeu était donc de parvenir à déchiffrer ces messages divins. La consultation du ciel pour prendre les décisions importantes est là encore une constante dans le monde entier. C'est le propre de l'homme de croire que des forces cosmiques et surnaturelles gouvernent le monde. Chez les Mayas, on s'intéresse particulièrement au déplacement de Vénus, ainsi qu'aux éclipses de lune et de soleil. Pour les Mayas, Vénus était le dieu Kukulkan, et ils pensaient pouvoir prédire les guerres à partir de sa position. Les Mayas ont inventé un système d'écriture à partir de glyphes. Ces inscriptions sont encore bien visibles sur les édifices au Mexique, au Guatemala, au Belize et au Honduras. Par ailleurs, les Mayas conservaient leurs archives sous la forme de cahiers, appelés codex, composés d'un papier en fibre de ficus. La plupart de ces livres sont aujourd'hui perdus. Le climat humide a eu raison d'eux quand ils n'ont pas été détruits par les conquistadors au XVIe siècle. Seuls 4 de ces manuscrits ont survécu. L'un d'eux est conservé dans la réserve précieuse de la bibliothèque de Dresde en Allemagne. C'est le fameux Codex de Dresde. Ce manuscrit date du XIIe ou du XIIIe siècle. Et par chance, il parle d'astronomie. Plusieurs rubriques concernent spécifiquement les cieux et leur signification religieuse. On y retrouve les positions de la Lune, du Soleil et des planètes. Le Codex de Dresde détaille également le cycle des éclipses sur près de 8 pages. Pour les Mayas, l'objectif était de déterminer à l'avance les jours d'alerte au cours desquels les éclipses pouvaient se produire, car ces phénomènes mettaient en danger l'ordre céleste. En scrutant chaque apparition de Vénus, les Mayas ont également fait une découverte qui a échappé à d'autres civilisations. Dans l'Antiquité, la plupart des peuples pensaient que l'étoile du soir et celle du matin étaient 2 corps distincts. Les Mayas ont compris qu'il s'agissait d'un seul et même astre qui retournait à son emplacement initial au bout de 584 jours. Aujourd'hui, nous savons que la période synodique de Vénus est de 583,92 jours. Les calculs des Mayas étaient donc tout à fait corrects pour l'époque. Dans le monde entier, les hommes ont scruté le firmament. Pour se repérer, chaque civilisation a inventé des dessins en reliant les étoiles entre elles. Ce sont les célèbres constellations. Les plus connues aujourd'hui sont la Grande Ourse, la Petite Ourse et le Chasseur Orion. Mais ces figures diffèrent d'un peuple à l'autre et d'une culture à une autre. À la place de la Grande Ourse, les astronomes chinois voyaient une louche ou une casserole. Et les astronomes arabes, un cercueil accompagné de 3 pleureuses. Depuis 1930, le nombre de constellations a été fixé à 88. Parmi elles, on retrouve les 13 constellations du zodiaque. Le zodiaque a été inventé par les Mésopotamiens il y a environ 2500 ans, afin de tracer la route de la Lune, du Soleil et des planètes devant les étoiles. Car depuis la Terre, nous voyons le disque du système solaire par la tranche, donc sous la forme d'une ligne qui représente en quelque sorte l'épaisseur du disque. Les constellations du zodiaque sont donc les constellations traversées par la ligne écliptique. À partir de la position des planètes devant les constellations du zodiaque, les Babyloniens vont établir des prévisions astrologiques. Mais en consignant leurs observations, ils vont pouvoir également établir un modèle mathématique du cosmos qui leur permet de prévoir les mouvements des astres à partir du 6e ou du 5e siècle avant notre ère. Pourtant, les sources antiques montrent qu'ils continuaient de penser que les phénomènes célestes étaient l'œuvre des dieux. C'est une autre civilisation qui va révolutionner complètement la vision humaine du cosmos. Les découvertes des savants de la Grèce antique ont façonné le monde occidental contemporain. À l'origine, les conceptions de la nature chez les Grecs n'étaient pas différentes des autres civilisations. La terre et le ciel étaient avant tout un lieu que l'homme partageait avec des êtres surnaturels, où un dieu pouvait transformer un héros mortel en constellation, et où le soleil était une divinité s'élançant chaque matin dans le ciel sur un char. Dans les récits d'Homère, les dieux et les hommes se côtoient en permanence. Mais seules les divinités peuvent plonger au fond des océans,
ou séjourner au sommet des plus hautes montagnes. Pour le commun des mortels, le ciel reste un espace inaccessible, comme le rappelle le mythe d'Icare. Dédale et son fils Icare sont prisonniers du labyrinthe dans lequel était enfermé le Minotaure. Ne pouvant emprunter ni la voie des mers contrôlée par Minos, ni celle de la terre, Dédale eut l'idée, pour fuir la Crète, de fabriquer des ailes semblables à celles des oiseaux. Celles-ci étaient confectionnées avec de la cire et des plumes. Il met en garde son fils, lui interdisant de s'approcher trop près de la mer à cause de l'humidité et du soleil à cause de la chaleur. Mais Icare, grisé par le vol et voulant en voir plus, oublie l'interdit et prend de plus en plus d'altitude. La chaleur du soleil fait fondre la cire jusqu'à ce que ses ailes finissent par le trahir. Il meurt, précipité dans la mer, qui porte aujourd'hui son nom. Généralement, on considère que la science commence en Grèce entre le 5e et le 6e siècle avant notre ère. Mais qu'est-ce qui permet de dire que la science démarre à un moment donné dans un lieu spécifique? Ce qui permet d'affirmer que les Grecs pratiquent la science, c'est le passage de la connaissance des faits à la recherche des causes, de la maîtrise de certains savoirs à la démonstration rigoureuse de leur validité. En mathématiques, la recherche des causes prend la forme de la démonstration. C'est le cas d'Euclide qui va démontrer chacune de ses propositions. Et les propriétés du triangle rectangle, déjà connues des Babyloniens et des Égyptiens, seront démontrées par Pythagore. En astronomie, c'est l'abandon des divinités au profit de la cosmologie, c'est-à-dire de la recherche d'un ordre régissant le mouvement des astres. Comme le faisait remarquer Henri Poincaré il y a plus d'un siècle, la science est bâtie de faits de la même façon qu'une maison est bâtie de briques. Mais une accumulation de faits n'est pas plus de la science qu'un tas de briques n'est une maison. Alors comment expliquer ce changement de mentalité, cette nouvelle façon de questionner la nature? Mié est une colonie grecque d'Asie mineure, située aujourd'hui sur la côte ouest de la Turquie. Construite sur un promontoire, elle domine 2 baies et 4 ports où s'entassent toutes les marchandises du monde connu, depuis la mer Noire où les Milésiens possèdent 80 comptoirs, jusqu'à l'Égypte. La ville déborde d'animation. Marchands, artisans et marins côtoient tous les peuples de la Méditerranée. Contrairement aux autres nations de l'époque, gouvernées par un empereur ou un roi, Mié n'a pas de chef suprême. Le pouvoir appartient à l'Assemblée des citoyens, c'est l'apparition de la démocratie, même si en pratique, seuls les hommes riches participent réellement aux discussions. Mais ces discussions sont publiques, en contraste total avec ce qui se passe à Babylone, où le roi n'a de compte à rendre qu'aux dieux. Mié se distingue également par son rapport à l'écriture. Celle-ci n'a pas du tout le même rôle qu'à Babylone. À Babylone, elle est réservée aux prêtres et aux courriers administratifs des intendants royaux. À Mié, au contraire, les choses sont écrites pour être lues. Les lois sont écrites pour que tout le monde puisse les lire et y lire la même chose. Les poèmes sont écrits pour que les gens puissent les lire sans avoir à attendre l'arrivée d'un poète pour les réciter. Bientôt, les Milésiens écriront des livres pour faire circuler leurs idées sur le monde. C'est dans ce contexte particulier que les hommes vont se mettre à réfléchir sur les phénomènes naturels. Ces savants, on va les appeler les présocratiques. Et le premier d'entre eux, c'est Thalès. Bien que l'on ne connaisse pratiquement rien de sa vie, on sait qu'il vécut à Mié vers 585 avant notre ère. Car on raconte qu'il aurait été capable de prédire une éclipse de soleil qui eut lieu cette année-là. Or, les Grecs de cette époque ne sont pas très savants en astronomie. Pour que Thalès ait été capable d'une telle prouesse, cela suppose qu'il était en contact avec les Babyloniens ou les Égyptiens. Thalès était capable d'estimer des distances et des hauteurs inaccessibles. Pour cela, il pratique la géométrie. Il utilise des théorèmes qui ne sont pas des simples trucs, mais des lois générales valables dans toutes les situations. Ce principe vaut aussi bien pour les mouvements du Soleil et de la Lune dans le ciel que pour les événements terrestres. Thalès ne s'interroge plus sur des manifestations individuelles. Tel séisme, telle tempête, tel éclair.
À la place, il se pose des questions sur les phénomènes en général. Qu'est-ce qu'un séisme? Qu'est-ce qu'une tempête? Qu'est-ce qu'un éclair? Et ce faisant, ces phénomènes cessent d'être surnaturels et liés aux dieux. C'est un tournant dans notre compréhension de l'univers et un profond bouleversement dans le rapport de l'homme à la nature. Ça représente un changement incroyable. On passe des âges obscurs à la naissance de la philosophie et des sciences. Une nouvelle ère s'ouvre. La façon dont l'humanité considère le monde qui l'entoure change à jamais et de façon irréversible.